Donc, à la fois en termes économiques, en termes de sécurité nationale, en termes de sécurité individuelle, ça va bien. Mais si on regarde les journaux, si on écoute les gens, ils ont la tête en bas et un sentiment que rien ne va. Une ambiance glauque, une ambiance triste. Parce que nous sommes en train de vivre, et tout le monde le ressent, chacun à sa manière, une espèce de mutation de ce qu'est l'État d'Israël et la société israélienne. Alors, soyons clairs, je ne veux en aucun cas glorifier l'ancien Israël. Dire que tout était bon, parce que rien n'était bon. C'est un État colonial, un État qui s'est formé dans une guerre coloniale dont les structures sont discriminatoires, racistes. Le régime n'est pas un régime démocratique, n'a jamais été un régime démocratique. Israël se définissant comme État juif et démocratique, ça c'est l'autodéfinition d'Israël, on est dans le mensonge. Un État ne peut pas être juif et démocratique. Juif dans le sens démographique. Si un État où il y a des citoyens de deux nationalités au moins, sans doute plus, s'il est l'État d'une des nationalités, d'une des communautés, d'une des confessions et pas des autres, par définition et structurellement, il est déjà discriminatoire. Quand on dit État juif, ça veut dire État dont quiconque se définit comme juif en est le copropriétaire, si on veut traduire le concept de souveraineté. D'ailleurs, un juif français qui n'a jamais mis les pieds en Israël est un citoyen d'Israël potentiellement. Il n'a qu'à le demander. Et l'État ne peut pas le lui refuser. Il est donc coactionnaire. Il y a, je ne sais pas, on dit qu'il y a environ 12 millions de juifs à travers le monde. Personne ne peut répondre à cette question exactement, mais supposons, j'ai un 12 millionième d'action sur cet État. Par contre, des citoyens arabes, dont le père, le grand-père, l'arrière-grand-père ont toujours vécu dans ce pays, sont dans le meilleur des cas des locataires tolérés, ou des locataires protégés. On ne les expulse pas, ils ont même le droit d'ailleurs de voter, d'avoir des élus, mais ils ne sont pas propriétaires du pays, puisque le pays est un État juif. J'y reviendrai parce que dans le nouveau régime qui se met en place, le nouvel Israël qui se met en place, ces discriminations qui ont toujours existé se sont à la fois formalisées et élargies. Alors, j'ai commencé par cette notion d'État juif et démocratique. Aujourd'hui, le discours dominant dans les sphères gouvernementales, mais aussi dans une partie importante de l'opinion publique, c'est qu'il est temps de rééquilibrer État juif et État démocratique. Alors, j'ai dit à quel point c'était un oxymore, à quel point c'était toujours une contradiction, mais il y avait une volonté israélienne, depuis toujours, représentée par celui que tout le monde pleure à travers le monde, Shimon Peres, d'avoir une image à l'extérieur, mais aussi une image par rapport à soi-même, d'un État démocratique qui appartient à ce monde des droits démocratiques, de l'égalité, etc. Alors, je répète, c'est une illusion, mais il y avait cette prétention. Aujourd'hui, la prétention, je ne veux pas dire disparaît, mais ça devient de moins en moins important, et des dirigeants importants, comme Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, et prétendant à être Premier ministre prochainement dans la bataille des chefs qui se déroule actuellement, Naftali Bennett dit « État juif et démocratique, ce qui compte c'est État juif. Démocratique, on verra bien. » C'est le discours, c'est plus une pratique seulement, c'est un discours assumé. Et lorsque, dans le passé, il y avait des lois ou des projets de loi ou des pratiques que nous dénoncions parce qu'elles n'étaient pas démocratiques, il y avait un réflexe de défense. Mais si, c'est démocratique. Voire même en disant, oui, peut-être qu'on a fait une erreur.
et essayer de modifier un peu. Aujourd'hui, c'est assumé. Il n'y a plus une prétention, comme c'était dans le passé. C'est pour ça qu'un Shimon Peres est devenu... Bon, il est mort vieux, mais il était déjà un homme du passé depuis longtemps. Il n'y a plus ce rôle de commis voyageur de la démocratie israélienne et de la seule démocratie au Moyen-Orient et phare de la démocratie à travers le monde. C'est un discours auquel les Israéliens ne croient plus et ils s'en moquent. Ça ne nous intéresse pas. Pour certains des dirigeants israéliens, comme le ministre, le numéro 2 du gouvernement, le ministre Lieberman, les modèles, c'est Poutine. Et il l'assume. Et il dit, Poutine, c'est... Enfin, il admire Poutine. Alors, dans cette création d'un nouvel Israël, je parlais... j'ai commencé par le premier élément qui est cette autodéfinition d'Israël et cette facilité avec laquelle on n'essaye plus de prétendre à la démocratie, à appartenir à la famille des pays qui se disent progressistes, respectueux du droit international. Non, c'est plus du tout notre image, c'est plus l'image qu'on veut sauvegarder. Deuxième élément, c'est en termes de législation. Je parle de changement structurel. Toute une série de lois ont été votées au cours des 7-8 dernières années qui sont ouvertement racistes. Il n'y avait pas de loi raciste en Israël sauf deux. La loi du retour, qui donnait aux Juifs et seulement aux Juifs ce droit à la citoyenneté, quand ils veulent et où qu'ils soient. Bien sûr, il n'y avait pas de loi du retour pour les Palestiniens. Alors que là, il y a un vrai problème de retour, puisqu'il y a un vrai problème de réfugiés. Pas de réfugiés d'il y a 2000 ans. Dans le discours israélien, revenir après 2000 ans dans notre terre, des réfugiés dont maintenant ils disparaissent petit à petit, c'est une question d'âge, mais qui ont encore leur maison, la maison dans laquelle ils ont grandi, à quelques dizaines de kilomètres de là où ils se trouvent, au Liban, en Jordanie, en Syrie ou ailleurs. Il y avait donc la loi du retour, qui était une loi discriminatoire, et toutes les lois concernant la terre. La terre d'Israël, et c'est un cas unique dans le monde, n'appartient pas au peuple israélien. Elle appartient au peuple juif. Et elle n'est pas gérée par l'État, mais elle est gérée par une institution sioniste qui date du début du XXe siècle, le Fonds national juif, ou le KKL, on l'appelle en France, qui est le gérant de la terre du peuple juif. L'État a été obligé de le faire, de maintenir ce statut, parce qu'il ne pouvait pas se permettre, comme État démocratique, à dire « Ah oui, mais on gère que c'est la terre du peuple juif ». Non, c'est géré par une association soi-disant indépendante, mais sur la base d'un contrat entre cette institution, le KKL, et l'État d'Israël, intégré dans les lois constitutionnelles du pays. Ce n'est pas une loi parmi d'autres que demain on peut changer, c'est dans la Constitution. Alors Israël n'a pas de constitution formelle, mais une série de lois constitutionnelles, dont la loi sur la terre. La terre appartient au peuple juif, la terre du pays, et est gérée non pas par l'État, mais par le KKL, qui est une organisation juive, mondiale. En ce sens, à nouveau, en tant que juif israélien, et si on part de l'hypothèse qu'il y a 12 millions de juifs à travers le monde, alors vraiment je vous donne ce chiffre avec beaucoup de réserve, j'ai un 12 millionième d'action sur la terre d'Israël. Par contre, si je suis citoyen arabe, j'ai 0 action sur la terre d'Israël, sauf sur les quelques terres privées qui n'ont pas été expropriées et qui sont restées propriété privée des Palestiniens qui sont restés sur leurs terres. Très peu. Très très peu d'entre eux. Et les terres d'église. Mais ça, on ne va pas en parler, celle-là, on n'a pas osé y toucher.
Mais l'immense majorité des terres israéliennes appartiennent au peuple juif. Et j'insiste là-dessus, parce que ça fait partie du régime. Aujourd'hui, on l'assume. On a eu tendance, pendant des années, à ne pas le mettre, à pas en parler trop. Ceux qui, comme moi, ont fait du droit constitutionnel, ont appris ça à l'université. Mais c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est pas des choses dont on se vantait tous les jours à la télévision. C'était la réalité, et puis pas la peine d'en parler. Et là, maintenant, on assume pleinement. Alors, c'était les deux types de discrimination formelle, officielle, légale, qu'il y avait en Israël. Mais depuis maintenant presque 10 ans, on a une série énorme de nouvelles lois ou de nouveaux décrets gouvernementaux qui sont clairement discriminatoires. J'en mentionnerai deux. Qui sont discriminatoires ou qui sont spécifiquement orientés vers la minorité palestinienne d'Israël. Et je répète encore une fois, je parle de la minorité palestinienne d'Israël, des citoyens, soi-disant avec des droits égaux. Je ne parle pas des millions de Palestiniens occupés qui, eux, sont sous régime militaire, et je ne parle certainement pas des réfugiés qui n'ont même pas le droit, qui n'ont même pas accès à leur patrie. Parmi les lois qui ont été votées, la loi sur la Nakba, par exemple. Les Palestiniens n'ont plus le droit de célébrer leur histoire et leur dépossession de leur terre en 1947-49. Alors, tu peux le célébrer à la maison. Si tu as envie de pleurer, tu peux pleurer. Si tu as envie de parler avec tes enfants et leur raconter l'histoire du grand-père et de la grand-mère, ce que les Palestiniens font, ça, jusqu'à présent, il n'y a pas des milices qui viennent te l'empêcher. Mais par exemple, une école ou un bâtiment public, une mairie d'un village ou d'une ville palestinienne en Israël, qui mettrait un drapeau noir, ce qui avait été la coutume pendant des décennies, un drapeau noir le jour de la Nakba pour célébrer, pour marquer. Aujourd'hui, c'est illégal. Et il y a des sanctions. Un professeur qui dirait à ses élèves, aujourd'hui mes chers élèves, un professeur arabe, mes chers élèves, c'est la Nakba, c'est le moment où on nous a pris notre terre, peut se faire démettre, il aura certainement un blâme, et peut se faire mettre à la porte de l'éducation nationale. Autre exemple, la loi sur les ONG. Alors là, ça dépasse les Palestiniens. Parmi les nombreuses lois répressives et discriminatoires qui marquent le nouveau régime, ce que j'appelle le nouveau régime israélien. La loi sur les ONG. Alors il y a eu des demandes de mettre les ONG qui reçoivent des financements extérieurs. Extérieur, ça peut être la République française. Extérieur, ça peut être la Fondation Ford aux États-Unis, qui n'est pas une organisation très très progressiste. C'était de les mettre hors la loi. Un autre projet, c'était de leur couper les vivres. Là, les Américains et les Européens ont tapé sur la table en disant attention, hein, touchez pas à ça, parce que là, vous touchez à nous. Alors, ça a été évité. Par contre, maintenant, les ONG sont légalement dans la loi, dans la nouvelle loi sur les ONG, sont montrées du doigt. Une ONG doit écrire, alors elle ne doit pas encore porter de l'étoile jaune, même si beaucoup de journalistes ont utilisé cette image, mais lorsque des représentants de grandes ONG pour les droits de l'homme, je ne parle pas du Centre d'information alternative, radical, gauchiste, anti-israélien, antisémite, tout ce que vous voulez, enfin une organisation comme la mienne, je parle de B'Tselem, qui est une organisation des droits de l'homme, tout ce qu'il y a de plus respectable. C'est un peu comme la Ligue des droits de l'homme en France, où pas du tout une officine gauchiste. Lorsque un membre de l'équipe de B'Tselem va au Parlement, par exemple, il doit écrire, il y a un autocollant comme ça, un badge, où il dit membre de B'Tselem, financé par des organisations étrangères, c'est-à-dire en fait déloyal. Je reviendrai au concept de loyauté. Il doit le mettre sur son papier à lettres. Ne pas le mettre est illégal. Il doit dire... En fait, ce qui est grave,
c'est que dans la loi maintenant, des opinions, des positionnements sont criminalisés, ou sont en tous les cas délégitimés. Alors on ne les met pas en prison, on ne nous met pas en prison, on n'a pas encore de procès pour ça, mais on est déjà délégitimé formellement, parce que délégitimé socialement, c'est une vieille histoire et ça remonte à loin. Mais là, c'est formellement, c'est dans la loi. Dernière loi que je veux mentionner, il y en a une longue série, c'est la loi qu'on appelle la loi Hanin Zohbi, qu'on appelle dans les médias, pour faire court, la loi Hanin Zohbi. Hanin Zohbi est une députée arabe d'Israël, une députée arabe qui a une grande gueule, je le dis en positif, qui dit clairement les choses, qui affirme son identité palestinienne d'une façon assumée, je dirais même parfois provocatrice, mais je le dis en positif là aussi. Elle a le don d'énerver tout le monde, parce qu'elle n'est pas une bonne arabe. Une bonne arabe, c'est qui essaye d'être gentil, dire je suis un bon citoyen israélien. Elle dit ouais, je suis citoyenne israélienne, c'est une réalité. Je suis même députée dans ce Parlement, mais je suis palestinienne, point. Hanin Zohbi a tellement énervé, ou en fait a servi de prétexte pour une nouvelle loi, et c'est peut-être la pire pour l'instant, il y en a plein que je n'ai pas mentionné, qui permet à une majorité du Parlement, une majorité qualifiée, 90 sur 120, de démettre un député de ses fonctions, un député élu de ses fonctions, pour ses opinions politiques. Pas pour avoir été un gros voleur, ou avoir, comme notre président, été un violeur en série, mais pour ses opinions politiques. Alors on a eu au Parlement des gens qui ont été condamnés pour des affaires de corruption de milliards. Ils ont continué à être députés, après qu'ils aient fait leur peine, ils ont pu rentrer. On a un président, comme dit, qui est un violeur en série. Bon, il n'est plus le président, mais il peut se faire réélire. Oui, le président de l'État d'Israël, je vois des gens qui... Moshe Katsav est en prison, condamné pour viol en série. Président, ça la fout mal quand même. Si ça avait été un simple ministre, on en a eu pas mal comme ça. Mais quand même, le président de l'État, c'est celui qui est l'image d'Israël, en général quelqu'un qui n'est pas un petit politicard, mais qui est une personnalité, comme celui qu'on a aujourd'hui d'ailleurs. Là, c'est un voyou violeur, condamné. Mais il peut rentrer dans la politique s'il le veut. Alors que la nouvelle loi sur Hanin Zohbi, c'est la loi qu'on appelle la loi Zohbi, c'est qu'on pourra démettre de ses fonctions un député élu s'il exprime des positions déloyales par rapport à l'État. Alors c'est une question d'opinion, de position, alors qu'on élit en général un député pour ses opinions. Et s'il est élu, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ses opinions reflètent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Mais surtout la question de déloyal. Lier citoyenneté à loyauté, lier droit civique à loyauté, c'est une des caractéristiques principales d'un régime fasciste. Vous êtes citoyen, quelle que soit votre position sur la France, vous pouvez dire, comme l'avait dit un jeune rappeur, je crois, je chie sur la France, je dégueule la France, j'aime pas mon pays, ça ne remet pas en question votre citoyenneté. De toute façon, la citoyenneté, c'est quelque chose qui est à nous. C'est pas une faveur qu'on te fait. Ça, c'est dans les régimes fascistes. Quelque chose qu'on te donne ou quelque chose qu'on te prend. C'est Vichy qui a pris la citoyenneté des Juifs en France. On est sorti de la démocratie. On est dans le fascisme ou d'autres formes de régimes non démocratiques, de régimes totalitaires. Dans la loi israélienne, maintenant, on lit, et dans le discours, surtout le discours politique israélien, on lit citoyenneté à loyauté. Et il y a toute une série de projets de loi qui, à mon avis, ne passeront pas dans le proche avenir, mais petit à petit, on prépare l'opinion. Jusqu'à présent, elles ne passeront pas.
mais de projets de loi qui permet d'enlever la citoyenneté dans tel cas, dans tel cas. Et d'ailleurs, pour montrer qu'en Israël, on ne discrimine pas entre juifs et arabes, ça inclut même des juifs qui iraient vraiment trop loin dans leur critique d'Israël. Ce qui rentrerait en contradiction avec la loi du retour, parce que tant qu'il y aura la loi du retour, on peut m'enlever la citoyenneté, mais demain, le lendemain même, je demande le droit au retour, je redeviens citoyen automatiquement. Ça, c'est une loi constitutionnelle. Il faudrait aussi la changer, peut-être ce ne sera pas une mauvaise chose d'ailleurs.